Menger, c'est aussi la compréhension très détaillée de la théorie des besoins et de la théorie des biens. En particulier, il comprend remarquablement les conditions qui transforment quelque chose en un bien. Commençons par cela. Pour qu'une chose constitue un bien, elle doit remplir 4 conditions. D'abord, l'être humain doit avoir connaissance d'un besoin actuel ou prévoir l'existence de ce besoin. Un remède applicable à une maladie disparue n'est pas un bien. Ensuite, la chose doit posséder une qualité objective qui la rende apte à satisfaire le besoin existant ou prévisible. De la nourriture gâtée ou une maison en ruine ne sont pas des biens. Puis, troisièmement, l'être humain doit avoir connaissance de cette qualité objective. Un ordinateur aux mains d'une grand-mère qui ne connaît rien à l'informatique n'est pas pour elle un bien puisqu'elle ne saurait pas quoi en faire. Enfin, il faut que la chose en question soit disponible. Quatrième caractéristique, de l'or inaccessible n'est pas un bien. Le bien économique à son tour n'est qu'une variété particulière des biens en général. Un bien ne devient économique que lorsque la quantité disponible de ce bien est inférieure à la quantité désirée. Le critère de l'économicité est la limitation dans la quantité. L'air habituellement n'est pas un bien économique, mais peut le devenir en cas de pollution. L'eau, si elle est plus abondante que désirée, n'est pas un bien économique, mais le devient évidemment dans le désert. L'économicité, pensez-y, ne dépend donc pas du travail. Il suffit pour qu'un bien devienne économique qu'il existe en quantité insuffisante par rapport au désir et qu'il fasse l'objet évidemment d'une demande solvable. La rareté est donc au cœur de la valeur. L'utilité jointe à l'économicité, donc à la rareté, est à l'origine de la valeur des biens. La valeur, c'est l'importance que l'individu attribue à ce bien. On le suggérait dans le propos introductif. L'eau a une utilité, mais si elle est en quantité excédentaire, elle n'a pas de valeur. Dans bien des villages de montagne, l'eau est gratuite. Mais si dans le désert, on est prêt à s'entretuer pour de l'eau, comme dans la scène d'ouverture du film Laurence d'Arabie, c'est qu'elle a une utilité et une valeur puisqu'elle est déficitaire. La valeur n'est donc pas dans la quantité, stricto sensu, chers amis. Elle est une importance. Inversement, le diamant apparemment n'a pas une immense utilité, encore que, en termes de stratégie de séduction, mesdemoiselles. Mais comme il est très désiré par beaucoup de femmes et très rare, alors sa valeur peut aller jusqu'à l'infini. On sera un peu plus sceptique sur le fameux exemple de la petite vieille et ses gâteaux. Expliquons-nous. Menger va dresser une célèbre table dans laquelle, après avoir classé les biens par numéro, il nous explique ce qui est parfaitement exact. Que gourmande, la grand-mère rentre le cœur battant et l'envie aux lèvres dans la pâtisserie. Au premier gâteau, elle attribue la note 10. Non rassasiée, elle commande un nouveau gâteau qui lui donne beaucoup de satisfaction, mais un peu moins que le premier. On a tous éprouvé cela à la fin des repas. La petite vieille donne alors 9 au second gâteau. Gourmande comme elle est, elle en prend un troisième, à qui elle donne 8. Mais même notre grand-mère, si gourmande, n'absorberait pas un 25e gâteau, qui lui provoquerait sans doute une désutilité par écœurement, la rendant malade. C'est le moment où nous disons tous « Non, je n'en peux plus ». L'exemple vaut pour le vin et pour tous les autres biens. Même pour ceux qui rêvent parmi vous d'Aston Martin ou de Ferrari, la 75e Aston Martin dans leur garage ne leur apporte plus guère de satisfaction. Fort bien, mais ici une critique peut surgir. En estimant que nous pouvons quantifier à chaque instant l'intensité de nos besoins et donc la valeur qu'on peut attribuer à un bien, Menger lui aussi marginalement, si l'on peut dire, ouvre la voie à l'idée de la quantification des actes humains. Donc demain, l'agrégation de ces chiffres. Donc après-demain, à l'idée que des bien-être supérieurs successifs peuvent être qualifiés, calculés, quantifiés, et donc tous ceux qui pratiquent l'utilité cardinale et ordinale vont dire, puisque des états de bien-être peuvent être quantifiés, tout le monde doit préférer un état de bien-être supérieur à un état de bien-être inférieur. Et c'est par ce biais qu'a surgi l'idée partagée aujourd'hui par beaucoup qu'il n'était pas si grave de prélever sur les riches, puisque le 25e poulet ne leur apportait plus rien, alors que le pauvre qui voudrait bien manger n'a rien dans son assiette. Transférons donc de l'un à l'autre, puisque la perte pour l'un serait proche de zéro, le riche,
alors que le gain pour l'autre va lui apporter une grande satisfaction, augmentant par là même le bien-être de tout le groupe. Et qui est le seul agent qui, disposant du monopole de la violence légale et du monopole de la production du droit, peut se permettre d'enlever aux uns les riches pour donner aux autres les pauvres, ce qui est donc le fondement de la justice sociale, puisqu'au total, la situation numéro 2 apporterait plus de bonheur que la situation numéro 1. Cet agent, évidemment, c'est l'État. Mais à ce jeu-là, ce que même les moins riches n'ont pas prévu, c'est que la gourmandise des hommes de l'État pour acheter des clientèles risque sans doute d'être une préférence infinie. C'est ce que découvrira la théorie des choix publics que nous verrons ultérieurement, et c'est comme d'habitude ce que Frédéric Bastiat, dans son génie, avait compris avant même que le phénomène ne se produise, lorsqu'il imaginait ce qui pourrait se passer si l'État se mettait à s'imaginer. Comme Providence, et c'est sa phrase si connue, si profonde, si prophétique, si indiscutable, l'État est cette grande fiction à travers laquelle tout le monde se force de vivre aux dépens de tout le monde. C'est sur cette pensée de Bastiat que je vous laisse méditer en vous souhaitant une bonne fin de matinée ou d'après-midi ou de soirée. À très bientôt, chers amis.